diplômé de l'ESSEC, fidèle à son école où il enseigne depuis plusieurs années. Il est engagé dans et pour la République. Ça ne date pas d'hier, hein. Vous avez été élu maire à 28 ans, puis député, vice-président de la région Île-de-France. Et puis avec les entretiens de Royaumont, on se met à table. On parle de différents sujets, et puis on fait rayonner le débat et le partage, là encore, de Madrid à Abu Dhabi. Vous nous faites l'honneur d'une escale à Avignon, et on est très heureux et très honoré de vous avoir. Jérôme Chartier. Je vous laisse vous installer en vous remerciant encore. Saisissez-vous d'un micro. Alors, votre plat préféré, je vais aller dans l'assistance, Jérôme. C'est une bonne question. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas quel est mon plat préféré. Tiens, il va falloir que je me penche sur cette question-là. C'était intéressant ce qui a été dit par le chef Cohen. Félicitations. Ça m'a beaucoup intéressé. C'est tellement de choses vraies. Et voyez-vous, lorsque je vais vous parler de cette promesse commune, au fond, je me rends compte qu'en citant un certain nombre d'exemples, j'ai oublié la cuisine. Bon, alors, chacun a sa culture, et moi j'ai une culture de l'écrit, et vraiment, je m'en excuse. Mais voilà, lorsqu'on m'a proposé de prendre la parole devant vous, pour tout vous dire, je me suis interrogé pour savoir si c'était vraiment ma place. J'ai quitté la vie politique depuis bientôt 4 ans. Philippe Séguin, dans l'un de ses discours mémorables, disait que quitter la politique, c'était en quelque sorte revenir sur Terre. C'était retrouver la vraie vie. Car le microcosme est une bulle, avec ses palais nationaux. Ses facilités aussi sont quant à soi. Le quitter, c'est n'être plus autant considéré et invité. C'est enfin prendre conscience que l'on n'est pas indispensable, tel qu'on a pu tellement le penser. Et je dois vous dire que je me sens plus du tout indispensable, et à cet égard, je me sens très guéri de la politique. Et de ce fait, pas convaincu de la pertinence de ce que j'ai vraiment à vous dire. Et au fond, j'ai le sentiment que vous pourriez, chacun d'entre vous, dire ce que je vais vous dire aussi bien que moi. Vous êtes des entrepreneurs éclairés, d'ailleurs, sinon vous ne seriez pas là. Et vous avez à cet égard profondeur de champ, compréhension du monde, une hyper-humanité, parce que j'ai bien compris que c'était ce qui caractérise celles et ceux qui viennent prendre ce temps de début juillet pour venir à ce forum d'Avignon, qui est un forum réputé pour ses analyses et ses convictions. Alors, voyez en moi seulement celui qui a accepté de réfléchir devant vous à cet angle original, curieux même, de la promesse commune dans cette grande question de l'identité sur laquelle vous vous concentrez depuis ce matin. D'abord, pourquoi vouloir vous parler de promesse commune davantage que de bien commun ? Bien commun dont tout le monde parle, et d'ailleurs pas seulement aujourd'hui. L'union de ces deux mots, qui est devenu un apophthegme, a enchanté le XXe siècle à travers nombre d'auteurs et nombre de convictions. C'était la découverte de ce qui faisait le socle de l'identité d'une nation, dans le droit fil de la Révolution française. Sans doute Jacques Maritain est le plus emblématique de ces auteurs lorsqu'il commet le manifeste pour le bien commun quelques semaines après le 6 février 1934, bien sûr l'action de l'extrême droite contre le parlementarisme, et bien sûr aussi après le 12 février 1934, qui est la réponse des forces de gauche, notamment des communistes et bien sûr des syndicats. 15 jours pendant lesquels, en réalité, c'est la République qui a vacillé et qui a provoqué la nécessaire interrogation des philosophes, dont Maritain, sur ce qui restait alors en commun à la nation française. Histoire, culture, esprit des Lumières, éducation, liberté, entrepreneuriat, valeurs de la Révolution, l'humanisme, l'universalisme, bref, tout est dans cet écrit, qui est assez bref d'ailleurs, et très dense, et qui portait d'ailleurs sur les fonds baptismaux de la démocratie chrétienne et qui marqua profondément la pensée démocrate sociale de l'après-guerre jusqu'à la fin des années 90. L'écrit de Jacques Maritain en mars 1934 résonne à ce moment de l'histoire de France comme une cloche salutaire face à une nation française qui est écartelée entre ses convictions idéologiques, une nation confrontée à l'immigration de travail de masse, une nation aussi marquée par une crise économique qui arrive en France 5 ans après 1929 et la crise des États-Unis. Une nation
française, enfin, qui se défie de ses dirigeants politiques sur fond de l'affaire Stavisky, et alors que partout montent en Europe les nationalismes et la déstabilisation des démocraties et font émerger les fondements de ce qui deviendra quelques années après les régimes totalitaires. Comment ne pas voir, bien sûr, de convergence avec la situation du monde d'aujourd'hui ? J'ai toujours pensé que l'histoire ne se répétait jamais, c'est plutôt à mon sens l'humanité qui peine à apprendre de ses erreurs et de ses errements. C'est la nature humaine qui reproduit les affres de quête du pouvoir absolu comme une effroyable continuité à travers le temps. Alors, puisque les similitudes sont là, pourquoi ne pas évoquer devant vous, au fond, comme l'a fait Maritain en 1934, le bien commun, pour conjurer le risque de l'éclatement national et pour plaider l'espoir d'une nation française unie ? Parce qu'au fond, depuis 1934 et entre 1934 et le début de ce siècle, deux révolutions transforment profondément la relation entre l'homme et les territoires. La première est la mondialisation des échanges et en tout premier lieu, les échanges humains, c'est-à-dire l'immigration. L'Uruguayrun, que les plus anciens d'entre nous comme moi se souviennent, avait débuté au début des années 80. Se sont conclus au début des années 90 en transformant ce qu'on appelait le GATT à l'époque, le General Agreement Trade and Tariffs, en Organisation mondiale du commerce. Et a marqué au fond la fin des entraves à la circulation des biens et des personnes. Avec la Chine qui rejoint l'OMC en 2001, c'est la mondialisation totale qui apparaît. Et l'accélération des échanges en fret, en réalité, provoque l'accélération des offres de voyage, puisque un moyen de transport des passagers, comme chacun sait, contient toujours dans son modèle économique une part non négligeable de revenus qui est liée au fret. Et de ce fait, l'offre touristique est dopée par les transports à bas prix, le low cost, qui transforme bien sûr aussi son modèle avec du fret, ce qui explose les échanges, et bien sûr ce qui explose l'immigration. Le phénomène migratoire est aussi dopé par une autre mondialisation, en l'occurrence la circulation virtuelle de l'information. D'abord en portant l'information partout, elle rend les pays de destination migratoire désirables par l'opulence de leur niveau de vie et qui frise parfois d'ailleurs l'indécence. Mais aussi cette seconde révolution mondiale majeure, la révolution numérique, ou plus exactement du transport de l'information virtuelle et de son corollaire, la quasi-gratuité de ce moyen de transport, rend toute intégration sociale moins nécessaire du point de vue de l'individu, puisqu'elle place votre lieu d'origine à un instant numérique de votre lieu d'implantation, et je vais m'expliquer sur ce point. Au milieu du XXe siècle, quitter la Pologne pour rejoindre les houillères de Lorraine était non seulement un voyage, mais aussi un abandon. On quittait son territoire, ses amis, une partie de sa culture, et même si la diaspora polonaise sur place allait veiller à entretenir le souvenir et perpétuer les traditions, c'était un voyage sans retour, avec peu de nouvelles, un déchirement qui forçait de fait à l'intégration, puis à l'assimilation, si vous voulez réussir et faire réussir ses enfants. 100 ans après, pourquoi quitter sa culture d'origine lorsque Zoom ou Teams vous donne des nouvelles de votre famille et de vos proches sur votre smartphone à chaque instant ? Et en plus, dans votre langue d'origine. Pourquoi la quitter lorsque vous voulez de Manille à Paris pour 700 € avec 10 vols par jour ? Et que vous trouvez même les aliments de votre quotidien sur les surfaces spécialisées qui vous livrent à domicile. Et que surtout, la mondialisation fait que vous ne savez pas le temps que vous resterez en France si toutefois vous décidez d'y rester. Votre communauté ethnique et culturelle est formée en France. Elle est organisée. Elle vous protège et vous trouve du travail. Elle a le statut d'association. Elle est même reconnue par la République française en recevant parfois des financements au titre de l'action sociale. D'ailleurs, le fonctionnement même de la démocratie, qui consiste à se mobiliser pour peser sur les élus et donc sur les décisions, encourage mécaniquement la constitution de groupes de revendications communautaires qui, en échange d'un soutien dont on ne saura jamais s'il est prétendu ou réel, négocient des avantages pour mieux installer leur rayonnement. Bref, et on touche du doigt le cœur du bien commun, l'usage de la langue française elle-même devient une option, puisque non seulement l'anglais sert de véhicule à la compréhension minimale pour le livreur Uber, mais les langues d'origine sont parlées tant dans les réunions communautaires que dans les arrière-cuisines des restaurants où il n'est pas rare de trouver des salariés en attente d'un statut régulier sur le territoire français. Bref, dans les faits, 30 ans après l'ouverture de la libre circulation, ce n'est pas le monde qui a conquis la culture, ce que l'on craignait, mais ce sont les cultures portées par l'immigration qui ont conquis le monde et qui coexistent désormais sur les territoires de destination. D'ailleurs,
tous les territoires sont touchés, les plus impactés viennent jusqu'à modifier leur socle culturel, à l'instar des Émirats arabes unis, qui ont instauré le samedi et le dimanche comme jour officiel de repos, sur la base d'une semaine de 4 jours et demi qui s'arrête le vendredi midi. En somme, ces deux révolutions conjointes, qui sont un fait qui ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité, modifient et vont être amenées à modifier substantiellement le socle des nations. Et donc leur bien en commun, car à titre d'exemple, si on considère les 7 millions d'étrangers en situation régulière sur le territoire français, et autant de descendants d'étrangers de première génération aujourd'hui, il est temps de se pencher sur la nature exacte de ce bien commun. Et je vous propose de l'approfondir. Bien commun. On peut s'accorder sur le fait que le bien est une possession, qu'elle soit physique ou symbolique, et que le commun manifeste le partage. Le bien commun est alors constitué d'une histoire, d'une culture, des pratiques et des valeurs. Sans doute de lieux aussi qui tiennent lieu de symboles nationaux. Et depuis 1905, de 40 000 églises qui sont propriété de l'État, dont 15 000 monuments historiques, ce qui n'est pas rien. Le bien commun inclut bien sûr l'idée de perpétuation fondée sur un socle puissant, dont les racines relèvent de la construction lente d'une nation au fil des siècles. Et c'est là que la question se pose. Est-ce qu'on peut encore parler de bien commun et de transmission d'une histoire et d'une culture qui parle dans les faits de moins en moins à la nation française telle qu'elle est constituée aujourd'hui et dont la transformation du fait de la démographie ne cesse de s'accélérer? Je n'en suis plus convaincu. Et je pense qu'au contraire, on refuse de voir son affaissement mécanique, et ce qui nous empêche de bâtir une réponse appropriée en mesure de combattre le multiculturalisme qui, à mes yeux, est le turiféraire du wokisme, ce dont je ne me satisferai jamais. La bonne nouvelle est que la concurrence des cultures qui ne dit pas son nom sur le sol français a engagé une forme de renouveau sur l'identité. D'ailleurs, depuis quelques années, beaucoup de politiques et de chercheurs regardent à l'étranger les expériences pour une identité qui redevient prosélyte. Ils pensent pouvoir tirer expérience et inspirer des comportements nouveaux en France et des ressorts en mesure de relancer le combat en faveur d'une identité française à travers son socle, le bien commun. À cet égard, même si les initiatives étrangères ne manquent pas d'intérêt depuis longue date, j'ai saisi qu'en la matière, personnellement, la comparaison n'était jamais raison. Rien n'est moins transposable que la culture d'un peuple, sa pratique. Toute nation est le fruit d'une confrontation au réel, face à ses propres contradictions, face à son refus fréquent de se positionner par rapport à des choix forcément insupportables dans la mesure où ils font renoncer à une partie de ce qu'est l'esprit de nation. Échanger en renonçant à une partie du corps national ouvre alors le risque d'une scission populaire, ouvrant par là même la voie d'une révolution en mesure de faire écrouler le modèle établi. Bref, le changement, le vrai, le profond, qui est régulièrement évoqué à voix forte pendant les élections, n'a en réalité jamais bonne presse chez les dirigeants qui, une fois élus, le mettent au placard de crainte d'être eux-mêmes remis en cause. Et c'est un ancien élu qui vous parle. De ce fait, et sans doute pour toutes ces raisons, la France a régulièrement refusé de choisir ces dernières décennies, et à son détriment, tant sur le contenu éducatif offert aux jeunes générations, tant sur la relance de la réussite et mérite et la constitution d'une élite ressemblant au pays, tant sur le contenu du parcours d'intégration que sur la question de l'assimilation, tant sur sa relation avec les religions et son rapport aux faits religieux dans l'espace public, et tant sur tant d'autres sujets où la France donne davantage le sentiment de tenter de rattraper ce qui la dépasse que de livrer une politique issue d'une vision. Car aujourd'hui, le numérique, le phénomène migratoire et la démographie dépassent tous les modèles, et bien sûr le modèle français, sur ce qui constitue sa colonne vertébrale. Ce qui impose à la France de retrouver d'urgence ce qui fait nation. Et c'est là où je veux défendre devant vous la conviction qui est la mienne d'un passage nécessaire pour à terme retrouver un nouveau bien commun français, un passage nécessaire le temps qu'il faudra, par une promesse commune. Une promesse qui est en mesure d'unir tous ceux qui résident sur le territoire français pour longtemps, afin de reconstituer le socle d'une France désormais marquée par sa diversité, qui est autant ethnique, historique que culturelle, et que l'on peut refuser de voir, mais qui ne fera que s'imposer mécaniquement à nous à la faveur de la démographie. La promesse commune serait l'alliance d'une France aux valeurs transcendantales, au minimum depuis les Lumières, mais sans doute avant. Elle serait enrichie par
le contenu du programme commun de 1945 qui fonde le modèle français moderne. Cette promesse commune serait le point de repère d'une population migrante venue pour la réussite et le déplacement de soi, mais aussi pour chercher quiétude, sécurité et justice, et dans l'espoir d'un statut et de faire fortune, même si la réalité s'est pour une part éloignée depuis longtemps de cette promesse. La promesse commune serait celle d'une éducation de connaissance et d'un accès à l'enseignement supérieur à toutes celles et ceux qui atteignent le niveau requis. Ce serait tout autant l'enseignement des valeurs de la République pour être en mesure de la défendre, comme dans l'enseignement de ce qui fonde l'esprit français. Ce qui engagera d'ailleurs un profond travail de réflexion sur la constitution de cet ensemble qui relève à ce jour davantage du ressenti que de la verbalisation et qui fonctionne finalement pas si mal. Ainsi, le gendarme Camille Mathieu, gardien du camp de Drancy et qui porte aide aux personnes arrêtées en 1941, est-il porteur de ces valeurs françaises que nul n'a écrites? Pour moi, disait-il, il était inadmissible que des personnes qui n'avaient rien fait soient traitées de la sorte. Alors nous les avons aidées en les considérant tout simplement comme des êtres humains. Ce devoir de fraternité, cette conscience humaniste, sont les valeurs de la République française. Elles sont logiquement issues de la Révolution et dont certaines d'ailleurs existaient avant la Révolution. Ce sont elles qui se mobilisent à la lecture de la décision de la Cour suprême américaine sur l'avortement et montrent toute leur force et toute leur vigueur. Voilà cette promesse commune, qui rassemblerait le peuple du territoire français, ressoudrait la nation, ferait corps avec elle, et de loin, à mon point de vue, renforcerait l'identité française. Je le disais tout à l'heure, la confrontation avec d'autres cultures et d'autres nations a construit la nation française et par-delà sa propre culture. Et en cela d'ailleurs, Héraclite, qui disait que le devenir de l'homme était dans sa capacité à lutter, avait parfaitement raison. L'apparition sur le sol français de cultures qui entrent incontestablement dans une forme de concurrence avec le socle français a conduit dans un premier temps à l'affaissement de ce qui forme notre identité. Et nous avons plutôt laissé faire, dans un esprit de tolérance, et chacun jugera si nous ne sommes pas allés trop loin. En tout cas, j'ai la conviction que cette concurrence qui ne dit pas son nom nous aide aujourd'hui à mieux définir ce que nous sommes, plus exactement ce que nous devenons et ce que nous voulons être. Un entrepreneur hégémonique sur un marché monopolistique, je parle devant des entrepreneurs, se remettrait-il souvent en question et aurait-il souvent envie de donner tous les jours le meilleur de lui-même? À part chacun d'entre vous qui est dans ce cas, je n'en vois pas beaucoup d'autres et je pense que beaucoup s'endormiraient sur le laurier. Donc la concurrence peut marquer un intérêt dès lors que l'on renonce à disparaître. Et la nation française, si elle n'est plus en situation d'être hégémonique depuis la mondialisation et l'avènement de nouveaux géants, n'empêche pas d'avoir envie d'être prosélyte sur ses valeurs. Et les valeurs de la France, c'est sans doute le meilleur de ce que nous sommes. Par où commencer le chemin de cette promesse commune? Et d'abord, pour être exemplaire, je ne vois que la question de l'accueil des migrants qui puisse donner corps à cette promesse. Nous sommes un peuple encore capable d'accueillir aujourd'hui, mais nous ne voulons pas nous en donner les moyens. Et aussi par le manque de clarté qui est le nôtre sur ce que doit être le socle de notre esprit de nation et le faire partager à toute la population demeurant en permanence sur le territoire français. Mais savoir accueillir, c'est aussi définir les conditions d'arrivée sur le sol français. Ainsi, comment renoncer à l'apprentissage systématique du français pour tous les candidats à l'arrivée sur le territoire français, et ce, dès les premiers jours de leur venue. La langue est le véhicule de l'intégration. La langue française servira bientôt 700 millions d'habitants du monde. En Côte d'Ivoire, elle est le moyen qu'un peuple aux 70 ethnies et 60 langues et dialectes puisse se comprendre et s'unir. Renoncer à ce principe d'apprentissage est tout simplement incompréhensible pour la nation française. Aussi, comment renoncer à une part de l'apprentissage des usages en France, de l'accueil des populations migrantes? Dans la plupart des entreprises, les modules de formation, présentation de soi affluent pour les collaborateurs immigrés et je ne m'explique pas comment ce prérequis minimal, qui est là aussi un fort véhicule d'intégration, ne fonctionne pas dans les cellules d'accueil. La santé pour éviter les pandémies alors que les nouvelles maladies sont légion. La justice pour les victimes de viols et d'exactions. Comment l'arrivée sur le sol français ne pourrait ne pas être le premier plaidoyer de la promesse commune de la nation française. Cet accueil résonne à mes oreilles comme le préalable de la promesse commune, celle d'un État fort et d'une nation tout aussi forte qui sait protéger ses habitants, même nouvellement arrivés, de la pègre et de la peur. Et d'ailleurs, ce sont bien souvent les migrants eux-mêmes qui viennent de pays minés par la guerre et le crime permanent, qui ont connu
l'enfer des passeurs et qui sont encore confrontés au pire sur le territoire français, ces migrants qui sont les plus ardents défenseurs de cette promesse commune de sécurité pour la protection des libertés. Bien sûr, la promesse commune de la République française ne peut s'arrêter là, et dans mon esprit, ce n'est que le commencement. Je pense entre autres à la santé pour tous, qui est certes dans le bloc de 1945, mais dont l'efficacité depuis les 35 heures et le manque de moyens à l'hôpital a été totalement remise en cause, comme l'a montré la crise du Covid. À la préservation de la planète, dont chacun se préoccupe, d'ailleurs, nombre de migrants sont des migrants écologiques. À la capacité de faire travailler les intelligences ensemble, promesse que le XXe siècle a su réaliser, alors qu'au XXIe siècle, comme le disait le dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain, on a plutôt tendance à enfermer les intelligences, à les cadenasser moralement ou à les expulser. Au retour de la pensée politique et de la renaissance du débat, le fer de lance de la formation de la pensée française et de l'esprit des Lumières, entre autres. Comment être exhaustif face à tant de richesses de la nation française, et je suis certain que vous allez spontanément nourrir le contenu de ce que doit être la promesse commune. Mais à travers ce contenu à venir figure sans doute en place centrale la question de la religion, et j'en terminerai par là. La coexistence religieuse est-elle possible dans un État laïque et qui a confié la question de la place de la religion dans l'espace public pour une grande part à la jurisprudence administrative ? La question de la compétence des juges sur ces questions, comme sur d'autres, ne se pose évidemment pas, mais il me semble que cet enjeu relève davantage d'un enjeu de société que d'une question juridique. D'abord, pour vous livrer ma conviction de croyant, je ne connais pas de religion qui ne soit pas un acte d'amour de l'homme, d'amour de Dieu, d'amour du savoir. Et c'est d'ailleurs l'homme qui n'a fait que pervertir la relation à la croyance par son culte du pouvoir et en s'en servant justement comme un instrument de pouvoir. Cette relation au pouvoir n'a pas manqué d'apparaître, et c'est un euphémisme dans les 2 derniers siècles et demi en France, avec bien sûr le régime concordataire et l'impact de la politique sur l'organisation religieuse de 1801, sans oublier les intentions du pape Léon XIII de mettre fin aux tentatives de laïcité des États en Europe, créant d'ailleurs une part de division entre le Vatican et le clergé français. La conclusion de tout cela est une loi en France portée en 1905 par le député Aristide Briand et une jurisprudence administrative qui règle depuis la place du fait religieux dans l'espace public. Mais c'est peu de dire que cette place n'est pas instituée que les polémiques régulières sur les tenues vestimentaires ou les autorisations des processions catholiques, qui sont aujourd'hui au même titre qu'une manifestation syndicale, montrent que 1905 a certes réglé la question de la relation entre la religion catholique et le pouvoir politique sur le territoire français, mais certainement pas la question de l'intégration de la religion dans la vie des hommes au regard du ministère des cultes. Or, la promesse commune de la France ne peut faire fi de la question de la religion, et même la mission de protecteur et défenseur des libertés que le monde reconnaît à la France implique que celle-ci trouve justement une solution pour permettre la cohabitation des convictions religieuses comme un fait personnel et dont l'expression dans l'espace public est encadrée, même si je n'aime pas beaucoup ce mot, par une loi qui associe la bienveillance à la clarté, et je vais préciser ce que j'entends par clarté. D'abord, un État laïque qui reconnaît le fait religieux ne devient pas pour autant un État multiculturel. Amin Malouf, en écrivant Le naufrage des civilisations, a bien sûr voulu nous alerter sur l'impossibilité d'un modèle multiculturel, et il a bien fait. Le multiculturalisme libanais, pourtant mis en place par la France sous mandat de la Société des Nations en 1920, a vécu. Et j'ajouterais que l'erreur originelle était au fond d'associer la représentation ethnique et la représentation confessionnelle, faisant jouer mécaniquement un rôle politique aux religieux, alors que le religieux ne devrait avoir la charge que de s'occuper du destin des âmes, tandis que le politique ne devrait se préoccuper que du destin des hommes. Un État laïque n'est pas un État multiculturel donc, mais il ne peut laisser le fait religieux de côté. Et penser qu'une religion dominante culturellement et ancrée dans l'histoire d'un pays justifierait de ne pas se confronter avec une législation qui sera forcément complexe, subtile et rude à aboutir, fait oublier le fait démographique inéluctable et son impact culturel. Aussi, à l'instar du régime concordataire Alsace-Moselle et 120 ans après 1905, dont un seul article traite en définitive de la liberté d'expression religieuse, la promesse commune de la nation française devrait conduire à une sécularisation des religions et de son corollaire, le fait religieux, reconnu et régulé dans l'espace public.
Au fond, Napoléon Ier, en 1801, avait su, avec le Concordat, élargi aux Israélites en 1808, organiser l'impossible. Ce devrait donc être à la portée de toute personnalité politique qui s'estimerait être le digne successeur du concurrent du Pont d'Arcole. Voilà, mesdames et messieurs, le contenu de cette promesse commune, telle qu'elle est dans mon esprit, telle qu'elle pourrait l'être pour la France. Je suis comme vous. J'aime mon pays. Je me suis engagé pour lui à travers les entretiens de Royaumont aujourd'hui et la diffusion de l'esprit français. Je continue mon engagement. L'esprit français, il est ici, avec ce que ce forum a institué, avec votre présence. L'esprit français, c'est une richesse qui manque parfois. La simplicité et la facilité qui sont culturellement de mise en Chine, le philosophe François Julien le rappelle si bien dans sa conférence sur l'efficacité, ne sont pas d'invention française. Nous sommes un peuple de la complexité et d'une culture idoine. Mais c'est ce qui fait notre particularité et, je dirais à mes yeux, notre vraie richesse. Et si les défis sont là, si parfois le laisser-faire s'empare de nous, je veux vous rappeler ceci. Canossa n'est pas française. Nous avons dans notre culture un esprit de combattant, les compagnons de la libération au supplément d'âme indéniable, bien sûr, mais au fond, en chacun d'entre nous, j'en suis sûr, et surtout aujourd'hui ici, cet esprit des sentinelles de Saint-Exupéry que je ne résiste pas de vous citer pour mes derniers mots devant vous. Sentinelle, sentinelle, c'est en marchant le long des remparts, dans l'enduit du doute qui vient des nuits chaudes. C'est en écoutant les bruits de la ville quand la ville ne te parle pas. C'est en surveillant les demeures des hommes quand elles sont mortes d'assemblage. C'est en respirant le désert autour lorsqu'il n'est que vide. C'est en efforçant d'aimer sans aimer, de croire sans croire, et d'être fidèle quand il n'est plus à qui être fidèle que tu prépares en toi l'illumination de la sentinelle, qui te viendra parfois comme récompense et don de l'amour. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à vous, Jérôme Chartier. Restez avec nous, je vais vous rejoindre sur scène. Qui a envie de réagir? C'était très prenant, très engageant. Qui voudrait... Lionel. Oui, bonjour, Lionel Prudhomme, je dirige l'école IJSRH. En fait, je voulais revenir sur, si j'ai bien compris, sur l'analogie, enfin, en tout cas, la comparaison que vous faites avec Napoléon, en fait, le pont d'Arcole, le Concordat. On comprend bien cette comparaison-là, mais d'une part, le pont d'Arcole, il était physique. Donc, aujourd'hui, il faut regarder s'il y a encore un pont à franchir quelque part. Vous voyez, il y a une confrontation, c'était une guerre. Et puis la deuxième chose, c'était le Concordat. Le Concordat, il a été fait par un homme qui n'était pas à la tête d'un État démocratique. Et donc, dans un contexte international où la France était quand même, disons, moins interdépendante vis-à-vis et de l'Europe et du monde qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc la question, c'est est-ce que cette comparaison est réellement un substrat, une explication ou un chemin de solution aujourd'hui? C'est ça ma question. Comme je l'ai dit, comparaison n'est pas raison. Et en l'occurrence, je donne l'exemple de ce qui s'est produit au début du XIXe siècle. Mais je suis incapable de vous dire quelle est la solution aujourd'hui. C'est pour ça que je vous parle d'une loi rude, difficile. Extrêmement difficile à faire aboutir. Mais je ne vois pas de solution que de la faire aboutir. Je ne vois pas comment est-ce que ça peut bien se terminer. En fait, je ne l'imagine pas. Lorsque je parle de promesse commune, c'est parce que je tire l'analyse que, comme j'ai tenté de le dire, que le bien commun n'est plus en commun. Et qu'au fond, il faut, pour un nouveau bien commun de la nation française, passer par une promesse commune, pour simplement réenchanter le rêve français. Au fond, les États-Unis, qui sont une terre de migration, ont fixé quelques principes, dont bien sûr le drapeau, dont bien sûr l'hymne, une hyper-décentralisation, ce qui est très mal connu, et un poids des communautés
immense. Ce qui fait que, traditionnellement, les candidats à l'élection présidentielle américaine vont d'abord voir les présidents de communauté avant d'aller voir les institutions de la République américaine, les gouverneurs et les maires. Je ne suis pas certain que ça soit le modèle français, je ne suis pas certain qu'on y arrive. Mais en revanche, pour faire en sorte que nous n'y arrivions pas, parce que, au fond, si vous voulez, le concept d'État-nation intégrateur français est un concept qui peut encore fonctionner, alors il faut passer par le stade de la promesse commune. Simplement pour envoyer un message à ce qui constitue aujourd'hui la nation française, que chaque membre a parfaitement sa place. Et qu'au fond, on peut recréer un bloc culturel à travers une forme de compréhension de ce que sont les attentes aujourd'hui de la nation française. Et qui sont bien différentes de l'image du bien commun qui est véhiculée. Au fond, je ne dirais pas que les tentatives de définition du bien commun aujourd'hui sont dépassées, parce qu'elles correspondent au fond à des communautés qui ont envie de défendre leur vision du bien commun. Mais elle n'est pas pour moi universelle, et au fond, la nation française est universelle. Oui, Lionel. Je vais vous faire préciser une chose. Vous parlez de loi dure, donc vous imaginez en fait... Excusez-moi, de loi rude, pas dure. Ah, rude. rude. Je me suis trompé, pardon. Vous parliez d'un dispositif donc législatif ? Oui, vous êtes tenu, si vous voulez, vous êtes tenu de réinventer une norme sur l'occupation de l'espace public. Vous êtes tenu de définir la relation entre l'espace public, c'est-à-dire, au fond, la République française et le fait religieux. Oui, et il faut le faire. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut laisser ça à la seule jurisprudence. Ça ne pourra pas fonctionner. Vous connaissez l'histoire des crèches, qui est comme l'histoire la plus incroyable de France, qui sont autorisées dans le Sud, qui sont interdites en Bretagne. Bon. On ne peut pas avoir une France qui fonctionne de façon différente en Provence et en Bretagne. Ça veut dire qu'il faut qu'on accepte de regarder le fait religieux face à la République française. Et d'ailleurs, c'est tout de même assez curieux qu'un élément aussi important de la vie puisse être laissé de côté par n'importe quelle institution, y compris l'institution républicaine. Au fond, il faut qu'elle le reconnaisse. Et il faut qu'elle y trouve une place pour tout faire religieux. Et puis aussi sur le fait que le fait religieux reste d'abord un fait personnel, mais qu'il puisse exister dans la vie de n'importe quel être humain. Cela présuppose, et j'arrête après, que les hommes politiques qui sont élus députés de la nation puissent avoir un effet d'entraînement pour voter une telle loi. Oui, je vais même aller plus loin. Je pense qu'il faut un sacré sentiment de concorde pour pouvoir y parvenir. Vous connaissez la différence entre le compromis, la concorde et le consensus. Bon, je n'en reviens pas que dans ce moment aussi incroyable de l'histoire de la République française, où on a créé une république pour faire en sorte que plus jamais il n'y ait pas de majorité et que les Français, dans leur grande intelligence, aient décidé de ne pas confier de majorité à l'Assemblée nationale, que l'on n'aille pas dans une recherche de concorde, c'est-à-dire d'accord qui vient du cœur, littéralement, et qu'on en soit encore dans la logique du compromis, où tout le monde perd. En fait, je ne peux pas comprendre qu'un rendez-vous aussi central que les Français confient à la Ve République et à la constitution de l'Assemblée d'aujourd'hui, on ne soit pas dans une recherche de concorde. Je ne le comprends pas. Et pour moi, enfin, je m'en excuse, mais les mots gardent un sens. Je suis ici, juste pour qu'on se regarde. J'ai l'impression que derrière vos propos, il y a une inquiétude autour, en particulier du phénomène migratoire. Et pour rapporter quelques points, quelques chiffres encourageants, il y a une étude qui est parue il y a quelques jours, ou en tout cas de moins d'un mois ou moins de 2 mois, par l'INSEE et l'INED sur les trajectoires des migrants, et qui rapporte que ce premier chiffre, on le savait, c'est qu'un tiers des Français ont des origines de l'immigration, et le deuxième chiffre, que
j'ai envie de partager, c'est que 66% des Français fils d'immigrés sont en couple avec quelqu'un qui n'a pas d'ascendance migratoire. Je voudrais rapporter ces chiffres-là parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant en termes d'intégration, même si j'ai noté que vous parliez plutôt d'assimilation. Et je m'interroge finalement, au vu de ces chiffres-là, je comprends l'inquiétude, mais j'ai envie de poser une question un peu émotionnelle, c'est de quoi avez-vous si peur ? Je connais ces chiffres et la question que je vous pose en retour, c'est connaissez-vous le socle du bien commun pour toutes les personnes qui sont dans une situation d'émigration. Et moi, ce que je souhaite, c'est que ce socle soit reconnu par toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire français. En fait, j'ai aucune peur de l'immigration. L'immigration est une chance, c'est un enrichissement de la nation française depuis tout temps. C'est rien d'autre que cela. En revanche, parce que j'ai le sentiment que la France continue à entretenir les sources du passé, elle n'arrive pas à prendre conscience qu'il faut que le socle évolue. Et je pense que l'accélération du phénomène migratoire depuis 25 ans est un phénomène qui a échappé institutionnellement à la République française. Et au fond, elle a aujourd'hui dépassé la vision que nous avons du bien commun. Et ce que je souhaite, c'est qu'en passant par le stade de cette promesse commune, on arrive à réenchanter le rêve français et donc par conséquent à définir un nouveau bien commun. Je vais faire court et vraiment je m'en excuse, j'espère ne choquer personne, mais je ne peux pas me contenter de la vision d'une élite française qui soit si conforme au modèle de l'élite française du milieu du XXe siècle. C'est pas possible. On n'est pas dans la réalité. C'est pas vrai. J'ai, l'an dernier, aux entretiens de Royaumont, commis avec l'ensemble du comité stratégique un thème qui s'appelle méritocratie, où les exemples des réussites au mérite sont nombreuses. Et où toutes ces très belles personnalités qui étaient là racontent ce phénomène du plafond de verre qui est très connu par les femmes et qui est très connu par, je dirais, des personnes en situation, on va dire, de discrimination régulière. Je trouve qu'on ne l'a pas combattu et je trouve qu'on a eu tort. Et tout cela parce que on n'a pas voulu prendre conscience des effets mécaniques de la démocratie sur des décisions qui ont été prises à la fin des années 70 et qui ont mécaniquement accéléré la mutation démographique française. Moi, je ne suis pas inquiet des chiffres que vous avez cités. Ce qui m'inquiète en revanche, c'est qu'on n'en a pas pris la mesure. Et c'est ça qui, pour moi, manifeste, si vous voulez, le plus grand danger. C'est-à-dire, au fond, d'avoir deux France. Et pire, d'avoir une France qui revendique une autre France que celle qui existe aujourd'hui et qui est issue d'une très longue histoire. Moi, j'aime mon pays, je n'ai pas envie d'avoir un autre pays. J'ai envie que mon pays évolue et qu'il grandisse, qu'il se modernise, qu'il se transforme. Mais je n'ai pas envie d'une révolution qui va mettre par terre tout ce que le temps a réussi à construire et qui finalement aboutisse à quelque chose qui ne nous ressemble pas. Cette promesse, c'est un peu aussi l'idée de pallier cette problématique, cette dichotomie individu-collectif. Il y a une notion d'espérance, là. Oui, bien sûr, une promesse, c'est d'abord une espérance. Et j'espère profondément dans la nation française, j'ai aucun doute. Dès lors qu'on en prend conscience et qu'on décide de se mobiliser, pour ça que je parle de sentinelle, puisque c'est au fond pour moi le seul moyen. C'est très intéressant de lire, mais je suis sûr que vous aurez le temps de le faire, ce tout petit document paru aux Belles Lettres où M. Leroy fait parler Hubert Germain et qui raconte comment est-ce que le général de Gaulle a choisi les compagnons de la Libération. Il ne les a pas choisis comme les meilleurs des combattants.
il les a choisis comme un corps à supplément d'âme, comme il disait. C'est-à-dire ceux qui allaient s'engager pour faire en sorte que la nation française retrouve bloc. C'était quand même très intéressant, cet esprit. L'esprit des sentinelles qui va faire en sorte que cette promesse commune rassemble la nation française, c'est vraiment cet esprit-là. Et il faut qu'on y parvienne, parce qu'en réalité, le bien commun, comment voulez-vous parler de bien commun dès lors que vous avez autant de, vous le disiez très justement, de personnes qui n'ont pas le même référent culturel, ni que vous, ni que moi, et qui vivent, se développent, grandissent sur le territoire français et vont y rester, Dieu merci. Donc il faut trouver un référent commun. Donc il faut retrouver une promesse commune pour faire renaître un bien commun. C'est le seul moyen que la nation française continue à grandir et à se développer comme les plus grandes nations du monde. Autre question, qui veut réagir par rapport à ces échanges? Il y a un point qui est intéressant, ces entretiens de Royaumont, là aussi on est dans le commun, dans le partage des idées. C'était ça l'idée originelle de ces entretiens? Oui, c'était un peu ça. Et puis au fond, on a fait en quelque sorte de la définition d'une promesse commune des valeurs. Mais moi, je trouve que l'assemblée que vous formez ici est vraiment dans cet idéal. Donc c'est quand même... ce que j'entendais à l'instant du cuisinier, je trouve ça très intéressant et très chouette. Donc voilà, ça donne beaucoup d'espoir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le constat, et ne touche pas bien sûr que la France. Vous connaissez bien sûr la démographie israélienne. Vous savez que dans sans doute moins de 50 ans, les Arabes israéliens seront majoritaires. Et d'ailleurs, pour l'histoire, vous savez que c'est une députée arabe israélienne qui a quitté la majorité du Premier ministre Bennett et qui a fait, bien sûr, capoter la majorité, qui a mis fin à la majorité, donc qui a provoqué des nouvelles élections législatives en Israël. Donc en réalité, la mutation, elle ne va pas seulement toucher la France, la mutation démographique. Elle est en train de toucher le monde entier. Je citais les Émirats arabes unis tout à l'heure. Elle touche le monde entier. Donc au fond, c'est maintenant qu'il faut qu'on prenne conscience de cette nécessité de promesses communes. Puisqu'en réalité, c'est de la façon dont la France va continuer à pouvoir diffuser ses valeurs qu'il est question. Et moi, j'ai envie que la France soit un grand pays et soit un grand peuple. Merci. Vous commenciez à parler, je voudrais qu'on termine avec ça, de ces élections qui viennent d'avoir lieu. Et vous nous disiez ce que vous en pensiez, à regret. Et est-ce qu'on est dans une promesse commune, dans une détresse commune? Je ne fais plus de politique, donc je ne commande plus les élections. Et donc, pour moi, c'est très confortable. Le citoyen que vous êtes? Je ne suis pas un citoyen normal, j'ai fait 25 ans de politique. Donc, par conséquent, j'ai un avis qui ne serait pas le bon et je préfère écouter l'avis des autres aujourd'hui. Oui, Alexandre. Quelle méthode on peut envisager pour la construire, cette promesse commune? Qui on associe? C'est le Parlement. Comment on fait ça pour donner du souffle? J'en ai aucune idée, je ne fais plus de politique, je ne sais pas. Je ne fais que soulever les problèmes. Je n'y réponds plus. Tout ce que je peux vous dire, voilà, c'est qu'aujourd'hui, le vocabulaire n'est pas le bon. Voilà, parler de compromis, c'est une erreur. Penser uniquement au rapport de force, c'est une erreur. On ne peut pas inventer, si vous voulez, la construction d'une promesse commune en prenant des ressorts qui ont fait fonctionner toutes les républiques auparavant, et notamment la Ve République. On ne peut pas imaginer une assemblée dans le rapport de force. Ou sinon, ça ne marche pas. En tout cas, ça ne marchera pas, c'est certain. Tout le monde aura l'intérêt, et puis un jour, il y aura un intérêt, bien sûr, à provoquer la dissolution. Donc, en fait, déjà, le modèle est mort. Et c'est une erreur de s'y prendre comme ça. On a deux autres réactions. Didier et puis Monsieur le Ministre. Oui, Gilles. Rapidement, mais est-ce que justement notre promesse commune, ça a été évoqué ce matin, nous ne l'avons pas déjà avec la laïcité républicaine, auquel il faut qu'on donne un contour relativement fort. Je vais vous raconter une petite anecdote lors des dernières élections. La première fois que je suis allé au Canada, j'ai été surpris de voir toutes les voitures, toutes les plaques d'immatriculation avec « Je me souviens ». Et quel que soit d'où tu viens, tu te souviens. Et j'ai envoyé une proposition à tous les candidats de la dernière élection présidentielle en disant « Mais pourquoi on n'enlèverait pas toutes les plaques
les voitures en mettant en dessous liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moindre petit coup de klaxon, on est capable de se mettre sur la gueule, passez-moi l'expression. Là, on a mon frère devant. Donc, est-ce que la laïcité républicaine, c'est pas notre promesse commune auquel il faut redonner des contours pour que justement chacun qui se revendique du statut français, qu'importe d'où il vient, on a tous du sang immigré dans les veines, eh bien, puisse l'assumer pleinement. Et là, il faut évidemment revoir les règles du jeu collectif. Mais je pense que la promesse commune, nous l'avons, il me semble. Jérôme Chartier. Bon, vraiment rapidement. En 2 mots sur 1905. On ne peut pas laisser de côté les conditions dans lesquelles la loi de 1905 est votée et préparée. C'est une loi contre l'Église catholique, je dirais surtout contre le Vatican, qui, au fond, veut mettre fin aux tentatives de laïcité, avec bien sûr l'appui, pour dire les choses directement, d'une partie de la gauche. Et c'est une alliance un peu bizarre qui se fait jour autour de cette loi, qui finalement est une loi contre l'Église catholique. Et le plus drôle de l'affaire, c'est que si on se dit que cette loi n'avait pas existé, je me demande comment est-ce qu'aujourd'hui l'Église catholique ferait pour entretenir ces 40 000 églises. Donc en fait, ça a été la loi de la chance de l'Église catholique, finalement. Donc comme quoi c'est assez drôle comment est-ce que l'histoire se renverse. Mais en revanche, il y a un seul article, c'est l'article 6 de la loi de 1905 qui traite de la laïcité. Et c'est quoi cet article 6 ? C'est un article qui dit que dans une enceinte religieuse, on a le droit de dire tout ce qu'on veut. Donc en fait, il n'y a qu'un seul article qui en traite. Tout le reste, c'est de la jurisprudence. Et moi, je pense que c'est très compliqué de laisser la jurisprudence, si vous voulez, fixer le cadre de la laïcité. Et je pense qu'il faut qu'on ait une discussion là-dessus. Et je pense que c'est une discussion qui est profonde et qui est capable d'unir effectivement, et je vous rejoins, la nation française. Mais on est très loin du « je me souviens », vous voyez ? Et puis, si on veut aller un peu plus loin, le combat aujourd'hui de la place du français au Canada est un combat qui est devenu homérique. Vous voyez ? Donc, au fond, on a ces tendances, si vous voulez, démographiques qui sont vraiment partout. Et c'est la raison pour laquelle la démographie est sans doute le problème majeur du monde. Parce que l'accélération des migrations dépasse l'entendement et dépasse ce qu'on aurait pu prévoir. Donc non seulement on facilite les migrations, mais de surcroît, on les a libérées par quelques lois de 1970. Donc du coup, on est face à un double phénomène dont on n'a pas encore pris conscience aujourd'hui. Gilles de Robien. Merci d'abord Jérôme pour ton propos de haut vol. Et je suis d'accord sur la dernière réflexion d'ailleurs sur les lois de 70. Giscardien d'origine, engagé dans la politique par Giscard, je reconnais que là, le regroupement familial, par exemple, a été certainement peut-être une bonne mesure à ce moment-là, mais qu'on pouvait, le cas échéant, rectifier ultérieurement quand on s'est aperçu qu'il y avait des dérives. Alors peut-être une réflexion et puis une question. La réflexion, c'est... Tu as presque abordé ça, mais tu n'as pas osé parce que tu ne peux plus faire de politique. Finalement, est-ce qu'on n'a pas un Parlement aujourd'hui qui ressemble un tout petit peu au résultat d'un Parlement élu à la proportionnelle et qui ne nous apporte pas, quelque part, l'obligation de trouver une sortie par le haut? Faut-il encore que nos dirigeants nous y invitent et soient à la hauteur? La question, c'est que fais-tu dans la promesse commune des racines chrétiennes de la France? Je le prends comme tel. Bon, d'abord, je suis désolé, je vais faire une toute petite remarque personnelle. Voilà, quelle chance d'avoir dit Gilles de Robien avec vous. Voilà, quelle chance. Bon, les racines chrétiennes de la France, on va faire une toute petite digression par le Liban. C'est quand même un pays absolument formidable. Le Liban, c'est un carrefour parce que c'est un port, c'est bien sûr une porte d'entrée. C'est bien évidemment
une porte d'entrée préférée des croisés. On est au XIIe siècle. Le krach des chevaliers se trouve exactement à la frontière nord entre le Liban et la Syrie. Un monument absolument sensationnel. Et au fond, c'est une terre qui a des racines religieuses très nombreuses, permanentes, et dont on dit, et Amin Maalouf le dit, que tout a mal fonctionné parce qu'au fond, ça ne pouvait pas marcher parce qu'il n'y avait pas de religion dominante. Bon, c'est son analyse. Alors, puisque j'ai 3 secondes pour pousser un peu plus loin, la Société des Nations qui confie le mandat à la France en 1920, la première République libanaise en 1926, des accords successifs qui n'entrent pas dans le bloc constitutionnel, dont les derniers, les accords d'Otaïf, pour faire en sorte de répartir les pouvoirs entre les différentes communautés et bien sûr entre les différentes sensibilités religieuses, la partition du territoire, et puis bien évidemment la guerre de 1975, mais surtout parce que la Syrie et Israël utilisent le chantier libanais pour faire en sorte de régler leurs comptes. Enfin bref, la Suisse de l'Orient avait quand même malheureusement bien des problèmes. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de religion majeure que le Liban est devenu le Liban ? En fait, je ne le pense pas. Je pense que ça vient aussi d'une situation territoriale et géographique qui n'était quand même pas gagnée. Est-ce que la France, parce qu'elle a des racines chrétiennes absolument implantées, qu'elle a 40 000 édifices religieux catholiques, peut finalement se sortir relativement bien d'une religion, appelons cela dominante, avec des religions que le recteur de la Grande Mosquée de Bordeaux qualifiait lui-même de religion invitée, et donc par conséquent d'avoir une relation qui puisse être stabilisée dans le cadre d'une loi de laïcité du fait de ce rapport religieux. Dans l'instant T, la réponse serait oui, mais la dynamique démographique change tout. Et au fond, on est incapable de la maîtriser et incapable de la connaître. Et la vraie question, en fait, elle est là. Et pourquoi est-ce qu'il faut une loi de laïcité ? Parce qu'il faut l'encadrer. Le régime concordataire, Alsace-Moselle, qui reste, et d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'en 1919, lorsque le retour de l'Alsace et la Moselle se fait en France, il y a quand même une mobilisation des parlementaires qui naturellement refusent que l'on supprime le régime concordataire. Et donc par conséquent, le régime n'est pas supprimé. Et il est maintenu. Donc comme quoi finalement cet héritage de l'histoire avait bien des vertus. Le régime concordataire a réglé finalement pas mal de choses, même si chacun sait bien sûr, le culte musulman n'entrait pas dans le cadre, le culte de l'islam pardon, n'entrait pas dans le cadre du régime concordataire, et que mécaniquement il faudrait le faire. Et finalement, après tout, il faudrait le faire pour toutes les religions, et ça serait, je trouve, pas plus mal. Je crois absolument à la sécularisation des religions. Je n'imagine pas comment est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas faire que le fait religieux soit dans l'espace public. Je ne peux pas comprendre. Et en même temps, je trouve que la France, du fait de ses racines chrétiennes, ou plus exactement du lien tellement profond entre la religion et la construction de la France, enfin, je rappelle quand même que jusqu'à ce que Louis XV décide de divorcer, le roi était le représentant divin sur le territoire français. Bon. Donc, ce lien entre le pouvoir et la France, de la France et la religion est tellement profond que je ne vois pas de toute façon comment est-ce qu'il pourrait venir à s'affaiblir sur le plan de l'histoire. En revanche, je ne peux pas comprendre que l'on ne puisse pas considérer le fait religieux comme fait personnel et ayant toute sa place dans l'espace public. Je ne peux pas le comprendre. Et au fond, je suis aussi mal à l'aise lorsque je vois que le président de la République ne va pas à la messe de Noël, que quand, au fond, les fêtes religieuses, qu'elles soient musulmanes ou qu'elles soient israélites, ne soient pas considérées comme un fait qui interdit la tenue d'examen scolaire, par exemple. Alors c'est le cas parce qu'en l'occurrence, on a organisé les choses pour que ça se passe bien. Mais au fond, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'une loi claire, transparente, lucide, qui fasse en fait que ce ne soit pas une forme de jurisprudence ou d'accord de bien entendu qui réglemente et qui régule le fait religieux, qu'au fond, ça soit un accord général de la population française. On va terminer avec Carole qui a une question pour vous. Oui, j'étais super intéressée par cette table ronde parce que pour moi, la promesse commune, c'est déjà un concept qui est presque contre nature. La promesse, c'est quelque chose qui engage une personne vis-à-vis d'une autre.
qui engage potentiellement un homme ou une femme vis-à-vis de la nation ou vis-à-vis du cercle de personnes qui procèdent à son élection. Et pour moi, la notion de commun, on la trouve plus dans un contrat qui va préciser les engagements qu'il y a de part et d'autre, le chemin que chacun va faire par rapport à l'autre. Et donc, je trouve que la réflexion est super intéressante si on la pose sur un prisme d'optimisme, si on arrive à donner du sens, si on arrive à tracer le chemin. Et je crois qu'aujourd'hui, dans l'espace public, et je dis ça en ayant été en responsabilité dans la sphère syndicale, donc je me mets dans le lot de ce que je vais dire, je crois que peut-être ce qui nous manque, ce sont des leaders charismatiques, des leaders qui vont oser nous parler des difficultés, mais pas sous l'angle nous endormir. On n'est pas des bini-oui-oui, on n'est pas des bisounours. C'est plus avoir la capacité de nous dire l'effort qu'il va falloir faire pour retrouver le chemin de la croissance, le chemin du bonheur, le chemin qui va permettre à chacune et à chacun finalement de se sentir à la bonne place, de se sentir utile, de contribuer à la construction qu'il pourra, à il ou elle, à son niveau, vis-à-vis du pays. Et je crois que ça manque beaucoup, et j'aimerais bien qu'on termine sur une note positive et d'optimisme, parce que c'est aussi à ça que servent toutes nos réflexions, et parce que finalement, chacune et chacun, nous sommes acteurs de la transformation de notre pays, de la transformation de notre entreprise, de notre structure. Et on joue tous ce rôle-là au quotidien. Et finalement, c'est la somme de petits efforts qui peut permettre d'arriver à de grosses transformations. Oui, Carole, c'est ce que j'appelle les sentinelles, et c'est un état d'esprit. Mais tu vois, le fait que tu sois là, que Jean-Claude Mailly soit là, Jean-Claude avec qui j'ai eu des conversations merveilleuses lorsque j'étais en responsabilité, montre cet esprit de sentinelle. Dans une nation clivée, où les clivages sont régulièrement entretenus, dans la peur de l'autre, dans la peur du migrant, dans le refus de l'accueil, dans le refus de considération de ce qu'est l'humanité. Voilà, j'ai du mal à voir les sentinelles. Et pourtant, c'est là où il en faut des sentinelles. C'est ça qui, au fond, a toujours sauvé la nation française, et c'est ça qui lui a permis de durer. Au fond, aujourd'hui, c'est la naissance des sentinelles de demain qui vont venir. C'est-à-dire comment donner envie aux jeunes Français de s'engager. C'est-à-dire redonner l'espoir dans le fait que ce que l'on puisse faire peut fonctionner. La politique est totalement déceptive. Le nombre de gens qui me disent qu'ils ne vont plus voter parce qu'ils ne savent même plus pour qui voter, parce qu'il n'y a plus de promesses politiques, parce que le niveau est abyssal. Je veux dire, le niveau du débat politique, bien sûr, je ne pense jamais aux personnes. Je trouve ça tellement courageux déjà de prendre un engagement qu'elles ont pour moi forcément un regard qui est plein d'estime. Mais le niveau de débat, lui, est abyssal. Et donc, par conséquent, le besoin de sentinelle est majeur. Comment le réveiller ? Je pense que c'est sans doute la prise de conscience de cette situation par les entrepreneurs, l'entreprise, le corps social qui fera que l'esprit des sentinelles renaîtra. Pour cela, il faut qu'on tombe encore sans doute très bas, plus bas, je ne sais pas. Je ne sais pas quels sont les phénomènes qui peuvent le déclencher. Le réchauffement climatique, le wokisme, ce que vous voulez, la négation de tout un tas de faits, enfin bref. Mais voilà, la nation française en a besoin. Vous voyez comment est-ce que M. Macron voulait parler d'un Conseil national de la rénovation, il me semble, refondation, excusez-moi, je n'ai pas bien retenu, vraiment je m'en excuse auprès de lui. Au fond, il voulait essayer de faire renaître un esprit, et d'ailleurs, je trouvais ça assez intéressant comme démarche. Mais vous voyez, on vient de passer les élections législatives, et puis la Première ministre parle de compromis. Et au fond, on est retombé dans les travers. Ça veut dire qu'on a le sentiment que c'était une affaire conjoncturelle, alors même que le problème est structurel. Et donc, le vrai défi, en fait, c'est de trouver l'équipe qui est capable de produire un discours, qui est capable de produire des idées. Vous savez, aux entretiens de Royaumont, il y a un truc qui me frappe énormément. Je vous le dis tout de suite, hein, on ne fait que du fond, c'est-à-dire que du contenu. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Voyez, on n'a pas besoin de personnes qui viennent raconter comment ils sont beaux et bien portants. Vraiment, on s'en fiche, quoi. Donc, on ne cherche que d'essayer de recréer de la substance parce qu'on pense que c'est la clé du modèle français, de le réenrichir.
que c'est le seul moyen de faire renaître du débat de qualité et de faire que les personnes aient envie de s'engager pour le devenir de la nation française. Et au fond, je voudrais qu'il y ait 1000 initiatives d'entretien de royaume, de partout. On passe son temps à les encourager parce que je veux que cet esprit français, cet esprit des Lumières renaisse. Parce que c'est ça qui sauve la nation française, qui permet cette promesse commune. Vous voyez ? Et ne serait-ce que l'intérêt que vous manifestez aujourd'hui, c'est, si vous voulez, le plus beau des cadeaux. La note d'espoir, elle est là. Elle est dans l'intérêt qui est manifesté, dans le fait que vous en parliez et que vous disiez qu'au fond, ce principe de promesse commune, il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'il existe. Voilà, ça c'est un espoir. Merci beaucoup. Merci Jérôme Chartier de nous avoir éclairé et d'avoir enrichi ce colloque des PA.